Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des lectures d'Élise. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le prologue et le premier chapitre de Belford's Murders. Je vous prie d'admirer mon magnifique accent anglais. Belford's Murders, donc, un livre écrit par Margot McGilly, ou McGuilly, je ne suis pas sûre de la prononciation, est disponible en lecture sur Wattpad. Et dans ce roman, il sera question bien entendu de meurtre, mais aussi d'histoires de famille vieilles de plusieurs siècles, et de personnes qui ont des choses à cacher. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve après le jingle pour la lecture de ce prologue et de ce premier chapitre. Les lectures d'Élise, votre émission Découverte Lecture. La bibliothèque du village de Belford ouvrait à 9h30 du matin les jours de semaine. Le bâtiment était imposant, presque disproportionné par rapport à la petite bourgade qui l'abritait. Il servait également de centre des archives pour le comté, attirant ainsi de nombreux lecteurs, principalement des universitaires ou des généalogistes, mais aussi quelques anonymes curieux de leur histoire ou de celle de leur région. Hayley Douglas poussa la porte sur le coup de 10 heures. Elle fit un signe de tête à la réceptionniste lorsqu'elle passa devant elle, puis elle se dirigea vers l'espace dédié aux archives. La jeune femme montra son badge d'universitaire à l'archiviste en place, récupéra les documents qu'elle avait consultés la veille, puis descendit l'escalier qui menait à la salle de lecture où elle avait ses habitudes. Fredonnant une chanson bien partie pour devenir le tube de l'été, elle entra dans la salle encore vide de lecteurs. La pièce était encore un peu sombre, le soleil n'y faisait une réelle apparition qu'aux alentours de midi. Connaissant les lieux, Hayley prit le temps de déposer son précieux chargement sur l'une des tables de travail avant de se diriger vers la porte pour allumer la lumière. Ce ne fut que lorsque la jeune femme se retourna pour rejoindre son poste d'étude qu'elle aperçut l'homme, pendu, à une poutre du plafond. L'inspecteur-chef Terry Jenkins arriva sur les lieux une demi-heure après le coup de téléphone reçu par le poste de police judiciaire d'Oxford. Passant le premier barrage d'agents de police qui écartait les badauds, l'homme d'une cinquantaine d'années emprunta les différents couloirs menant à la salle des archives, dans laquelle s'activait déjà son sergent, ainsi que l'équipe scientifique. Penché sur le corps qui avait été détaché et allongé sur le sol, Ben Jones écoutait les premières constatations de la légiste lorsque son supérieur entra sur la scène de crime. « Alors, Jones, qu'est-ce qu'on a ?» lâcha l'inspecteur-chef après avoir salué d'un signe de tête les personnes présentes. « Richard Langdam, 27 ans. Langdam? Comme l'Empire du cosmétique ?» interrompit Jenkins. « Affirmatif. C'était le fils aîné et héritier. Il travaillait dans l'entreprise familiale. Il a été retrouvé pendu à cette poutre ce matin aux alentours de 10 heures par une lectrice. Hayley Douglas, rajouta l'adjoint après avoir vérifié sur son carnet. Une universitaire qui habite le village depuis environ 6 mois. Nous irons y discuter avec cette femme dans un instant. Tillman, quelles sont vos premières impressions ? Demanda Jenkins en se tournant vers la légiste. À première vue, c'est un meurtre maquillé en suicide. J'ai remarqué sur son cou des traces de strangulation provoquées par une cordelette bien plus fine que la corde avec laquelle il a été pendu. Pouvez-vous estimer l'heure de la mort ? Au vu de l'état du corps, je dirais tôt ce matin, il y a 6 heures, maximum. Mais je ne pourrais être précise qu'après l'autopsie. Bien. Autre chose à signaler ? Rien pour le moment. Puis-je enlever le corps ? L'inspecteur-chef fit un signe de tête pour acquiescer, puis, l'œil avisé, il fit le tour de la pièce tandis que l'équipe médico-légale emportait le corps du défunt. Voyez, Jones, la serrure de la porte de l'issue de secours a été forcée. Du travail de serrurier amateur, mais la tâche n'était pas trop difficile. Ce verrou ne tenait pas vraiment. La caméra de surveillance de la pièce a également été mise hors service, remarqua le sergent. On peut donc supposer que l'assassin avait bien préparé son coup et qu'il était venu repérer le terrain ? Je suis d'accord avec vous, sergent. Cela nous offre un grand panel de suspects, mais cela montre surtout que le meurtre a été prémédité et soigneusement exécuté. L'inspecteur-chef marqua une courte pause. Allez interroger la personne qui a découvert le corps. Je vous rejoins dans un instant. Le sergent Jones traversa le bâtiment pour se rendre à l'extérieur, où l'attendait Hayley Douglas, accompagnée d'un agent. Quelques badauds s'étaient amassés devant le cordon de police qui empêchait l'accès à la bibliothèque. Bientôt, l'identité de la victime serait révélée et les curieux pourraient se repaître de commérages et de ragots. La jeune femme qu'il allait interroger paraissait encore sous le choc. Elle était plutôt jolie, avec l'allure presque caricaturale d'une universitaire abonnée aux bibliothèques. Des vêtements confortables un peu informes, un chignon négligé et de grosses lunettes perchées sur un petit nez délicat. Lorsqu'elle aperçut le sergent, la jeune femme se mit aussitôt sur ses pieds, presque un peu trop rapidement, ce qui surprit le policier. « Hayley Douglas ?» La jeune femme acquiesça. « Je suis le sergent Ben Jones, de la police judiciaire d'Oxford, » dit-il en montrant sa plaque. « Nous nous sommes entreaperçus tout à l'heure. Comment vous sentez-vous ? » Je suis toujours un peu choquée. On ne s'attend jamais à tomber sur un cadavre, et encore moins dans une bibliothèque.
Je n'arrive pas à croire qu'un meurtre ait pu être commis ici. Cela paraît insensé. Le sergent, légèrement surpris, arqua un sourcil. Comment savez-vous qu'il s'agit d'un meurtre? Eh bien, hésita la jeune femme. Il n'y avait pas de chaise renversée sous les pieds du pendu, ni d'autres points où il aurait pu prendre appui à proximité, donc j'en ai déduit qu'il ne s'était pas pendu tout seul. La jeune historienne regardait ses pieds tout en parlant, visiblement intimidée. Votre observation est intelligente, mais pour le moment, je peux simplement vous dire que nous considérons cette mort comme suspecte. Pouvez-vous me raconter dans quelles circonstances vous avez découvert le corps? Eh bien, comme tous les jours, je suis arrivée à la bibliothèque aux environs de 10 heures et je suis allée directement à la salle de lecture des archives. Je fais des recherches sur les chasses aux sorcières dans la région et je viens toujours tôt pour profiter du calme. Je suis entrée dans la pièce, j'ai allumé la lumière et c'est là que j'ai vu Richard pendu à la poutre, termina-t-elle d'une voix légèrement étranglée. Vous connaissiez la victime? Pas vraiment. Le village est petit, je l'avais croisé plusieurs fois aux différents événements organisés par la commune, mais il ne me paraissait pas vraiment sympathique. Je suis toujours troublée d'avoir trouvé un cadavre et par la terrible manière dont Richard a fini, mais son dessein lui-même ne me perturbe pas plus que cela. Le sergent prenait quelques notes sur son carnet. Bien, bien. Auriez-vous par hasard une idée de qui aurait pu vouloir tuer Richard Langdon? Y avait-il des ennemis? Je pense qu'au niveau professionnel, il devait en avoir beaucoup. Après, d'un point de vue local, il y a aussi cette vieille rancune entre les Langdam et les Bergmand. L'inspecteur-chef Jenkins arriva à cet instant. Après s'être présenté, il demanda à la jeune femme de s'expliquer. Celle-ci se lança alors dans le récit d'une histoire assez saugrenue. Au début du XVIIIe siècle, les Bergmand, de très riches bourgeois, régnaient presque sur la région. Ils possédaient beaucoup de terres et étaient en concurrence avec les Langdam, qui cherchaient à empiéter sur leur plate-bande. En 1712, M. Bergmand décéda de ce qui, selon les archives, semblait être un arrêt cardiaque, et ce alors que sa femme était enceinte de leur premier enfant. Les Langdam, membres éminents du système judiciaire de l'époque, ont alors vu là une opportunité et ont fait accuser Madame Bergmand d'assassinat sur la personne de son mari, couplé à de la sorcellerie. À l'issue d'un procès perdu d'avance car truqué, Madame Bergmand fut condamnée à être pendue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Incarcérée le temps de sa grossesse, tous ses biens furent vendus et les Langdam les achetèrent pour une bouchée de pain, puis la pauvre femme fut exécutée juste après son accouchement. Depuis, les Bergmand, descendants de l'enfant de la sorcière Bergmand, vouent une haine viscérale aux Langdam qui le leur rendait bien. En effet, les Bergmand se battaient depuis des siècles pour récupérer leurs terres, car elles jugeaient illégale leur acquisition par les Langdam. Cependant, le problème était que l'on ne trouvait aucune trace dans les archives d'aucune transaction, ni d'un quelconque acte de propriété. Attendez, vous êtes donc en train de nous dire que les Langdam et les Bergmand se querellent depuis le XVIIIe siècle? S'écria le sergent Jones. Cela peut prêter à sourire, mais lorsque l'on prend en compte les enjeux financiers que cela implique, cette querelle peut se comprendre. Mademoiselle, que faisiez-vous aux archives ce matin? Demanda l'inspecteur-chef. Je suis historienne et je faisais des recherches pour ma thèse, qui porte sur les chasses aux sorcières des XVIIe et XVIIIe siècles en Angleterre, et plus particulièrement dans la région. Ironique, non? Y aviez-vous déjà rencontré Richard Langdam? Interrogea le sergent. Jamais. C'était pas un intellectuel, mais un homme d'affaires porté uniquement sur son profit personnel. Lâcha la jeune femme avec une légère moue méprisante. Il n'avait aucune raison de se trouver là, et encore moins à une heure aussi matinale. L'inspecteur-chef lança un regard à son sergent. Les deux hommes comprenaient de plus en plus que leur victime n'était pas quelqu'un d'aimable ni d'aimé, et que le nombre de suspects risquait d'être important. Terry Jenkins remercia la jeune femme, puis les deux hommes prirent congé. Alors qu'ils se dirigeaient vers leurs véhicules respectifs, Beth Jones s'interrogeait sur cette histoire de querelle. Il lui paraissait bien improbable que deux familles se détestent depuis plusieurs siècles pour la raison invoquée par l'historienne. Cette dernière devait avoir un léger grain. Tout d'abord, elle avait un léger accent un peu étrange, et puis c'était tout de même un peu louche d'être passionnée à ce point par le passé. Et de là à penser qu'un meurtre pouvait être commis suite à une rancune datant de plus de 300 ans? Non, se dit Jones en ouvrant sa portière, cet universitaire avait juste l'esprit tordu par ses recherches, il était impossible qu'un homme se fasse assassiner à cause d'une histoire de fausses accusations datant du XVIIIe siècle. La demeure des Langdam, bâtie sur une colline, surplombait le village de Belfort de manière presque ostentatoire. Construite au début du XVIIIe siècle après que la famille ait acheté les terres aux Bergmand,
Le manoir n'avait cessé d'être embelli au fil des siècles, ne subissant pas les ravages du temps grâce à la fortune toujours plus grande de ses propriétaires successifs. Après avoir remonté une allée de gravier sinuant dans un jardin parfaitement entretenu, les 2 policiers garèrent leur voiture devant le perron. Ils sortirent de leur véhicule puis gravirent les quelques marches et l'inspecteur-chef Jenkins actionna le heurtoir de la porte. Quelques instants passèrent puis un majordome vint ouvrir. Les 2 policiers présentèrent leurs cartes et le domestique les accompagna jusqu'au petit salon avant d'aller prévenir ses employeurs de cette visite. Tandis que Jones observait le décor plus que fastueux avec un regard où se mêlaient envie et mépris, l'inspecteur-chef s'assit sur le divan, visiblement mal à l'aise. Parmi les aspects peu ragoûtants de son métier, Terry Jenkins détestait par-dessus tout ce cruel moment où il devait annoncer à quelqu'un le décès d'un proche. Il avait toujours du mal à voir l'expression des visages passer de l'inquiétude, parfois teintée d'un maigre espoir, au choc et à la douleur. La porte du « petit salon » s'ouvrit sur le couple Langdam, suivi par une dame âgée. Les époux Langdam, d'environ 50 à 60 ans, avaient une allure presque caricaturale de grands bourgeois, tout comme la vieille dame. « Bonjour, je suis Daniel Langdam. Voici mon épouse Teresa et ma mère, Mary. » lança M. Langdam tout en serrant la main des 2 policiers tandis que les 2 femmes se contentaient d'un hochement de tête. « Qu'est-ce qui vous amène, messieurs? Rien de grave, j'espère. » L'inspecteur-chef ne put retenir une légère crispation de son visage. « Avant de commencer, êtes-vous les seules personnes vivantes dans cette maison? Ma fille a quitté la maison depuis longtemps lorsqu'elle s'est mariée et mon fils est Dieu sait où. Pourquoi cette question? Nous aurions préféré réunir toute la famille pour annoncer une nouvelle d'une telle ampleur, répondit l'inspecteur-chef. Mesdames, monsieur, j'ai le regret de vous annoncer que Richard Langdam a été retrouvé mort ce matin. Madame Langdam blêmit et s'affaissa lentement sur la chaise qui se trouvait à côté d'elle. Le visage de son mari se crispa comme s'il venait de prendre un coup. Madame Langdam mère resta impassible, seul son regard s'assombrit. Aucun son ne vint troubler le lourd silence de la pièce. Les 2 policiers attendaient que les gens dont le monde venait de s'écrouler prennent la parole. Que s'est-il passé? Demanda faiblement Daniel Langdam. Eh bien, l'inspecteur-chef regarda un instant ses pieds, légèrement gêné par ce qu'il devait annoncer. C'est assez délicat à dire, mais votre fils a été assassiné. Comment? S'écria Mary Langdam, sortant ainsi brusquement de son mutisme. Assassiné? Comment ça, assassiné? C'est stupide. Personne n'en voulait à Richard. C'est un garçon gentil et travailleur. Il ne peut pas avoir été assassiné. La vieille femme, visiblement très choquée, se mit à divaguer au sujet de son petit-fils. Daniel demanda à sa femme d'accompagner sa mère à l'étage pour qu'elle se repose, et celle-ci s'exécuta. Les 3 hommes se retrouvèrent donc seuls. Terry Jenkins allait poser les questions de circonstance au père de la victime, mais il remarqua que le visage de ce dernier, en plus d'être crispé de douleur, exprimait une certaine gêne, comme s'il savait quelque chose qu'il n'osait avouer. « Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez nous dire, monsieur Langdam ?» Daniel Langdam hésita un instant. « Ma mère a peut-être surestimé mon fils et ses rapports avec le monde. Richard travaillait dans mon entreprise. Il gérait la production et je prévoyais de le nommer directeur général lors de ma retraite. C'était quelqu'un de très consciencieux et qui aimait que les choses soient bien faites. Il mettait beaucoup la pression à ses employés. Je ne voudrais pas dire qu'il les traitait mal, mais Richard était conscient de son rang, si l'on peut dire, et il considérait un peu les ouvriers comme des personnes, je dirais, inférieures, si vous voulez. Il n'était donc pas très apprécié. Et donc, vous souhaitiez, comme directeur général, un homme qui traitait mal ses employés et que ces derniers n'appréciaient pas au risque de dégrader la compétitivité de votre entreprise, railla le sergent Jones. Il était mon seul héritier. Quel avenir pour l'entreprise sans lui maintenant? Soupira Daniel Langdam, le regard voilé. Les 2 policiers, dans un mouvement presque identique, arquèrent un sourcil. « Il me semble que vous avez également une fille, monsieur Langdam », lâcha l'inspecteur-chef, assez troublé par la remarque de son interlocuteur. « L'entreprise Langdam se transmet de père en fils depuis sa fondation au XIXe siècle. Il n'est pas dans mes projets de différer de la tradition familiale, » rétorqua Daniel. « De toute manière, ma fille n'est absolument pas apte à exercer ses fonctions. Elle a trop de lubies irréalisables, et puis elle a fait le choix de trahir la famille en épousant cet arriviste de Duncan Mitch. » Le visage de Daniel Langdam se crispa sous la colère. Lui, dirigeant de l'empire des cosmétiques Langdam, ne se remettait pas de la traîtrise de sa fille. Cette dernière s'était en effet mariée à un jeune entrepreneur qui avait également fait fortune dans les produits cosmétiques, mais en surfant sur la vague du bio. Daniel aimait traiter Duncan de tous les noms. Cela lui permettait d'éviter d'admettre qu'aujourd'hui son entreprise souffrait de ses erreurs passées, puisque lui-même n'avait pas su prendre au sérieux la montée en puissance de la demande en produits plus respectueux de l'environnement. Auriez-vous une idée de qui aurait pu vouloir la mort de votre fils ?
reprit le sergent. Ses employés ne l'aimaient pas, mais pas au point de vouloir le tuer, répondit Daniel, la gorge nouée par l'émotion. Si j'étais vous, j'irais chercher du côté des Bergmond. Depuis des décennies, et même plus, ces chiens se disent être les propriétaires légitimes de nos terres. Mais Richard avait demandé à cette historienne, Douglas je crois, de faire des recherches pour nous. Elle doit fouiller les archives pour trouver les preuves d'acquisition des terres Bergmond par notre famille au XVIIIe siècle. Peut-être que l'un d'eux l'a appris et a souhaité faire disparaître mon fils. Daniel se ferma. Il pensait à son fils. De leur côté, les deux policiers échangèrent un regard. Mademoiselle Douglas avait omis de leur parler de cette proposition d'embauche. Ben Jones laissa échapper un petit ricanement ironique. Dès sa rencontre avec la jeune femme, le policier l'avait trouvée un peu louche, et il s'avérait qu'elle l'était. Il allait falloir la rencontrer de nouveau, et rapidement. Après cette information délivrée par le père de la victime, les deux policiers décidèrent de conclure l'échange et de laisser M. Langdam et sa famille à leur chagrin. Après avoir présenté leurs condoléances, Jones et Jenkins prirent congé. Une fois l'enfilade de pièces luxueuses traversée, les policiers se retrouvèrent sur le perron. « Que fait-on maintenant, chef » demanda le sergent Jones, alors que les deux hommes se dirigeaient vers leur véhicule. « Je n'ai pas de nouvelles de Laura, ce qui me laisse supposer qu'elle n'en a pas encore fini avec le corps. Je pense qu'il vaudrait mieux que l'on aille interroger le reste de la famille demain matin. Il faut leur laisser le temps d'apprendre et de digérer la nouvelle. Nous devrions aller parler à nouveau à Mademoiselle Douglas, mais je pense qu'il est également temps de faire un tour chez les Bergmond. » Le sergent Jones soupira. Il n'avait pas très envie d'aller interroger des gens qui baignaient dans la haine depuis plusieurs siècles, pas plus que de parler aux rats de bibliothèque, même si celle-ci commençait à lui paraître un peu louche. L'inspecteur-chef aimait partager les tâches. Ben savait que, quoi que son supérieur décide, il allait devoir interroger des gens qui vivaient dans le passé. Le sergent repensa au matin même, lorsqu'à 7 heures son réveil avait sonné. Il avait eu le pressentiment que la journée allait être longue et apparemment, il ne s'était pas trompé. « De quoi préférez-vous vous occuper » continua l'inspecteur-chef. Ben fut surpris par cette question. C'était la première fois que son supérieur lui demandait son avis, il était donc pris de court. De plus, ce dilemme qu'on lui proposait avait tout d'un choix entre la peste et le choléra. Chacun de ses interlocuteurs potentiels lui paraissait au moins à demi cinglé. Le jeune homme réfléchissait. Si l'une des deux parties lui paraissait l'emporter sur l'autre, c'était bien la jeune femme. Ben l'avait déjà rencontrée, il saurait donc mieux l'appréhender. Il se disait également qu'une universitaire finirait bien par être plus rationnelle par rapport à cette histoire de sorcière, alors que la famille, qui se sentait lésée de ses biens depuis plus de 300 ans, risquait d'y rester accrochée. « Je préférerais aller voir Mademoiselle Douglas si cela ne vous pose pas de soucis, chef. Je pense que c'est un challenge à ma hauteur, mais pas trop risqué. Aller interroger seule une famille qui se situe pour le moment en tête de notre liste de suspects, cela me semble plutôt correspondre à vos compétences, » répondit finalement le sergent. John était fier de ses arguments. Il flattait son supérieur, évitant ainsi d'admettre qu'il avait vraiment pas envie de se confronter à cette famille que, d'emblée, il considérait comme folle. L'inspecteur-chef valida la proposition de son subalterne, mais il n'était pas dupe. Il savait bien que Ben se sentirait plus à l'aise en interrogeant la jeune femme, à qui il fallait faire avouer une sérieuse omission, que face aux Bergmond. Terry Jenkins se demandait même si, inconsciemment, Ben n'était pas un peu attiré par le charme de cette femme, qui semblait un peu hors du commun. Et voilà, les lectures d'Élise, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ce roman. En barre d'infos, vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin pour aller lire Belford's Murders de Margot McGilly ou McGwilly, je ne sais toujours pas, mais aussi pour suivre l'autrice sur ses réseaux sociaux. Les lectures d'Élise, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle découverte. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous et je vous dis à une prochaine fois.